Monsieur Payen, vous pouvez prendre la parole et partager votre écran. Enfin, Très bien. Donc, bonjour à tous. Voilà, donc je me présente juste avant de commencer. Donc, je suis Barthélémy Payen du Centre français du droit de copie, le CFC. Donc, je remercie Madame Parvéry pour cette invitation. Euh, pour évoquer avec vous les droits d'auteur dans le cadre pédagogique. Alors, sous le point de vue quand même si la question est assez vaste, hein, on va rester un petit peu sur le point de vue CFC. Même, mais voilà, ça va déborder un petit peu le cadre général, mais voilà, vraiment d'un point de vue très ciblé. Donc, je vais partager la présentation. Voilà. Donc, c'est bon. ouais, sauf que j'arrive plus à passer en plein écran. Comment je passe en plein écran déjà? Bon, je vais rester comme ça parce que je ne sais plus où est le plein écran. Donc voilà, ce que je vous propose donc pour aborder cette question, comment en fin de compte on peut utiliser des œuvres protégées dans le respect du droit d'auteur dans un cadre pédagogique. Donc je vous propose, pardon, je vous propose d'aborder ce thème en plusieurs points. Donc tout d'abord, juste vous retracer, mais de façon très générale, hein, je ne suis moi-même pas juriste de formation, les principes du droit d'auteur et la notion d'œuvre protégée et donc de soumise à autorisation. Ensuite, on zoomera donc sur la partie, l'application de ce droit d'auteur dans le cadre pédagogique et en quoi le CFC intervient sur cette question au niveau des établissements d'enseignement. Là, on va parler de l'enseignement supérieur. Donc la troisième partie se matérialisera vraiment sur la partie des licences que le CFC signe avec les établissements d'enseignement supérieur, toutes, euh, toutes les modalités pratiques, quelles œuvres sont concernées, qu'est-ce qu'on peut diffuser, sous quelles conditions. Pour terminer enfin sur la question qui revient très régulièrement dans le cadre des contrats CFC et de nos contacts avec les établissements, donc les déclarations d'œuvres copiées qui sont un des engagements de la licence contractée par les établissements avec le CFC et qui sont un point important dans dans le processus de protection et de rémunération des ayants droit, des auteurs et des éditeurs des œuvres protégées. Donc, pour commencer, juste quelques notions de base sur le droit d'auteur, euh, donc des principes essentiels au, au niveau des œuvres. Tout d'abord, une œuvre est protégée parce que si elle porte l'empreinte de son auteur, si elle est originale, on va avoir ensuite ce qui n'est pas original et qui n'est pas protégé. Et un point de vue important, c'est que l'auteur dispose sur l'œuvre qu'il a créée euh, de deux droits importants. Un droit imprescriptible il ne peut céder, donc un droit moral. L'auteur de l'œuvre dispose de- du choix de divulguer ou pas son œuvre, qu'elle soit divulguée de façon intégrale ou pas. Voilà, c'est lui qui reste tout le temps dépositaire de ce droit moral. Et un droit patrimonial qui lui permet de maîtriser ce qui peut être fait de son œuvre, s'il souhaite autoriser sa diffusion ou pas, s'il souhaite que, en contrepartie de cette diffusion, il soit rémunéré ou pas. C'est vraiment un point fort du droit d'auteur et du droit d'auteur européen. C'est toujours, on revient toujours à l'auteur, c'est lui qui dispose sur l'œuvre qu'il a créée euh, de tous les droits, ce qu'il souhaite. Et si l'on veut l'utiliser, donc quel que soit euh, comment dire, ce qu'on veut en faire, il faut obtenir son autorisation, soit de lui directement, soit des personnes qui peuvent le représenter, donc ses ayants droit, éventuellement des sociétés d'auteurs ou des sociétés qui représentent les auteurs. Donc, à partir de cette grille d'analyse,
on peut diviser les choses en deux, entre les œuvres protégées par le droit d'auteur, et donc pour lesquelles il est nécessaire d'obtenir une autorisation auprès de l'auteur ou des ayants droit. Donc, c'est tous les textes issus de livres, de journaux, de revues, toutes les images, dessins, illustrations, reproductions de tableaux, de sculptures, voilà, toute la liste que j'ai pu vous indiquer. Ce qu'on appelle dans comment dire, un jargon un petit peu particulier, mais c'est plus clair ensuite, ce qu'on appelle la musique imprimée. Donc, les partitions de musique aussi sont protégées et nécessaire d'avoir une autorisation. Les paroles de chansons. Ensuite, si on élargit un petit peu, donc toutes les œuvres musicales aussi sont des œuvres protégées. Il est nécessaire d'obtenir des autorisations pour les utiliser, ainsi que les œuvres audiovisuelles. A contrario, euh, d'autres ressources, elles ne nécessitent pas une autorisation, donc il n'y a pas à avoir l'autorisation de l'auteur ou des auteurs pour pouvoir les utiliser. Donc, alors, c'est tout ce qui tourne autour des données publiques, tous les dossiers, les rapports, les études qui sont issus des ministères, des administrations ou de toute organisation qui œuvre dans le cadre d'une mission de service public. Tout ce qui est journal officiel, texte de loi, donc dans le même ordre d'idée, documents administratifs, mais aussi des choses plus variées, les plans comptables, les listes de verbes irréguliers. Là, il n'y a pas nécessité d'avoir d'autorisation pour pouvoir l'utiliser. Dans le même ordre d'idée, donc toutes les œuvres que l'on dit entrer dans le domaine public, il n'est pas nécessaire d'avoir d'autorisation pour les utiliser. Donc, pour les livres, c'est 70 ans après la mort de l'auteur. Pour la presse, c'est 70 ans après la date de parution de la publication. Et enfin, autre catégorie aussi qui est assez répandue et qui est connue particulièrement dans l'enseignement, donc toutes les œuvres qui sont sous licence libre. Donc là, je vous ai mis l'illustration sûrement la plus connue des licences libres, les œuvres qui sont sous Creative Commons. Là, l'auteur de l'œuvre a choisi euh, que l'œuvre qu'il a créée soit diffusée sans qu'on ait besoin d'avoir son autorisation. Après, il y a une grille, enfin, dans Creative Commons qui est assez connue, avec des modulations, en fin de compte, des autorisations, mais en général, le partage est autorisé, la modification, alors parfois certains incluent les usages commerciaux ou pas, mais bon. Euh, Tout ça pour dire que pour toutes ces œuvres-là, il n'y a pas non plus besoin d'avoir d'autorisation. Et le CFC dans tout ça, qu'est-ce qu'il vient faire en fin de compte? Le CFC, c'est un guichet unique en fin de compte pour simplifier la demande d'autorisation côté donc utilisateur comme côté ayant droit. Les ayants droit se sont regroupés donc, au sein d'une société qui a fêté cette année ses 40 ans. Euh, et donc, le CFC est chargé de représenter donc, les ayants droit pour lesquels qui a mandat et de gérer leurs droits vis-à-vis des utilisateurs. Donc, chaque ayant droit se rapproche du CFC et entre dans une gestion collective de ce droit. Le CFC, lui, muni de cette gestion collective, donc, entre en contact avec les établissements d'enseignement pour signer donc, des conventions qui autorisent les diffusions des copies d'extraits d'œuvres qui relèvent de son champ de compétences. Et donc, contrepartie de cette autorisation, de ce contrat qui a été signé, donc les rediffusions en interne de copies de publication sont autorisées au sein des établissements. En contrepartie, donc l'établissement signataire doit verser chaque année une redevance annuelle au CFC, donc un droit de copie, une rémunération, et mettre en place ce qu'on appelle les déclarations de faux copiés, donc dont on va évoquer un peu plus tard, euh, qui consiste à avoir un retour sur les œuvres qui sont copiées et qui sont diffusées par les enseignants, retour d'informations qui reviennent au CFC et qui permettent le reversement des droits aux auteurs et éditeurs. En fin de compte, on se retrouve un petit peu au cœur en fin de compte, d'une relation euh, entre les ayants droit et les utilisateurs pour permettre voilà, un respect des droits des uns et des autres, des possibilités des uns et des autres d'agir
dans un cadre légal et dans le cadre d'une juste rémunération pour les usages qui ont été réalisés au sein des établissements, des structures. Donc le CFC donc, a un statut juridique particulier vu dans le domaine dans lequel il intervient. Donc c'est un organisme qu'on appelle de gestion collective. On est à peu près, je pense, une vingtaine de sociétés sur ce mode d'organisation. Donc la plus connue, même si elle est très loin de nous en termes de taille et de capacité, donc c'est la SACEM, mais il y a d'autres sociétés comme le CFC. Donc on est agréé par le ministère de la Culture, donc pour les usages pédagogiques, donc pour la reprographie depuis maintenant pas mal d'années, suite à une loi de 95, et pour le numérique depuis beaucoup plus récemment, depuis cette année. Donc, on a aussi donc un contrôle de la part d'une émanation de la Cour des comptes, voilà, qui s'appelle la Commission de contrôle des sociétés de gestion de droits d'auteur et droits voisins. Donc, on est redevable, voilà, de transparence et de reporting sur notre activité, comme toutes les autres organismes de gestion collective. Et donc, on gère donc les droits d'auteur du livre et de la presse et des images pour toutes les copies, les rediffusions qui peuvent être faites au niveau sous forme de photocopie ou sous forme numérique dans les établissements, les organisations. Le CFC aussi, pour élargir un petit peu les choses, donc le pôle pédagogique est un pôle important chez nous, mais il y a aussi tout un pôle qu'on appelle l'administration entreprise. Donc on gère aussi d'autres usages dans des périmètres aussi de gestion collective dans les entreprises d'administration sous des formes différentes. Alors, les plus connus étant les panorama de presse, qu'on peut appeler parfois un peu rapidement les revues de presse, ou toutes les copies internes entre salariés. Donc, le CFC n'est pas que sur le secteur pédagogique, même si c'est important pour son activité. Là, je vais juste m'arrêter un petit peu quelques minutes sur quelque chose qui revient très souvent dans le cadre de mes échanges avec les établissements et qui donc nécessite un petit peu peut-être des explications ou voilà, d'éléments. C'est l'exception pédagogique. Voilà, c'est quelque chose qui existe dans le droit français, qui a été introduit en 2009, 1er janvier 2009, et qui a évolué depuis, puisqu'il y a eu depuis une réforme au niveau européenne. Donc concrètement, voilà, c'est pour un petit peu juste fixer les choses parce que c'est pas forcément évident à, à comprendre la mécanique de l'exception pédagogique. Donc à l'origine, donc l'exception pédagogique, euh, c'est une exception voilà, selon laquelle il n'y a pas besoin d'autorisation pour diffuser des copies de publications sous format numérique dans le cadre d'enseignement, typiquement dans le cadre des établissements d'enseignement supérieur. Donc, l'idée, c'est que il n'y a plus rien à obtenir. Les ayants droit n'ont plus, enfin, sont leur mot à dire. Il y a il y a tout de même des conditions. C'est pas une exception sauvage. Euh, les utilisateurs, les enseignants qui veulent faire des copies dans le cadre numérique, donc doivent continuer à ne faire que des extraits. Il n'y a pas de copie intégrale de prévue dans le cadre de l'exception pédagogique. Les usages doivent rester en interne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de diffusion sur Internet de copies pédagogiques. Et cette exception est ce qu'on appelle compensée ou rémunérée, puisque ça peut changer aussi dans le temps. Euh, les ayants droit doivent être rémunérés pour le préjudice, quand même, l'utilisation de leurs œuvres sans autorisation. Alors, la loi a évolué donc récemment, on va dire, suite à un long périple européen, donc pour aboutir donc l'année dernière donc à une nouvelle version d'exception pédagogique avec l'introduction de ce qu'on appelle la prévalence des licences, euh, qui dit donc que lorsque il existe de la part d'ayant droit, de représentants d'ayant droit, une licence, donc un contrat qui couvre le même champ que l'exception pédagogique, eh ben, celle-ci ne s'applique plus.
Et donc, on rentre dans le champ de d'une convention classique avec autorisation, rémunération et déclaration des œuvres. Donc, typiquement, nous, les contrats que le CFC, les licences que l'on passe avec les établissements d'enseignement donc pour la diffusion numérique de publications dans le cadre pédagogique couvrent le même champ et donc permet aux enseignants de pouvoir pratiquer, de réaliser les copies qu'ils souhaitent euh, en toute légalité. Donc ça se traduit au niveau de l'exercice pédagogique, et là c'est un petit peu complexe parce que c'est des montages un petit peu historiques. Les établissements dépendants du ministère de l'Enseignement supérieur euh, donc ne signent pas de contrat direct avec le CFC pour la diffusion numérique. C'est un accord national. Donc le ministère signe pour l'ensemble des établissements sous tutelle. Donc ça leur permet de travailler, mais c'est vrai que c'est un petit peu loin d'eux. A contrario, pour d'autres ministères, on signe établissement par établissement des licences. Donc, ce sont les licences du même ordre, autorisation, rémunération et déclaration des œuvres. Pour venir un petit peu plus désormais dans le fond sur la licence CFC et ce qu'elle apporte aux établissements et aux enseignants, surtout pour ce qu'ils peuvent réaliser. Donc, les licences CFC permet aux enseignants de diffuser tout type d'œuvres. Donc, ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, tout ce qui dépend de l'écrit et de l'image fixe, donc tous les livres, toute la presse, donc revues, journaux, toutes les images, donc quelle que soit entre guillemets la nationalité des œuvres, qu'elles soient françaises ou étrangères, qu'elles soient publiées à l'origine sur un support papier ou sur un support numérique. Donc les enseignants n'ont pas besoin de se référer à un quelconque répertoire. Nous sommes dans le cadre d'une gestion sans répertoire, donc nous représentons l'ensemble des ayants droit. Ils n'ont même pas besoin d'adhérer donc au CFC ou de se rapprocher du CFC pour qu'on le représente. Les enseignants peuvent diffuser donc les copies qu'ils peuvent être amenés à réaliser d'extraits de livres, de revues, de journaux, d'images fixes, donc par tout moyen à leurs étudiants au sein de l'établissement. Donc ils peuvent visualiser en classe les extraits d'œuvres, ils peuvent les diffuser donc sous format numérique, donc typiquement sur les plateformes pédagogiques type Moodle, sur les intranets ou par messagerie électronique. Ils peuvent aussi donc réaliser des copies, faire des impressions sur les imprimantes de ces copies de publication. Vous noterez que la diffusion sur Internet n'est pas prévue dans le cadre des accords que l'on signe, des licences que l'on signe avec les établissements. Donc, si on zoome un petit peu sur Internet, donc les enseignants, eux, là, s'ils souhaitent diffuser des œuvres sur le site de l'établissement, sur un blog personnel ou sur tout autre site, donc voilà, se retrouvent face au droit d'auteur classique, d'obtention d'autorisation ou pas. Donc, si les œuvres sont libres de droit, ce dont on parlait un petit peu tout à l'heure, dans les œuvres qui sont dans le domaine public ou les œuvres sous licence Creative Commons, non, il n'y a pas de démarche particulière à faire, il n'y a pas d'autorisation à obtenir. A contrario, si les œuvres sont sous droit, donc les enseignants qui souhaitent diffuser sur Internet euh, des copies de publication doivent se rapprocher directement des titulaires de droit et obtenir l'utilisation à titre gratuit ou pas auprès de ceux-ci. Dans tous les cas, tout de même, pour respecter donc, le droit moral de l'auteur, des ayants droit correspondant aux publications, il est nécessaire d'indiquer les références bibliographiques de l'œuvre sur à proximité de l'extrait, ou qu'ils soient mis en ligne, ou de la façon dont ils peuvent être diffusés. Pour terminer sur les usages couverts par les licences CFC, tout de même, donc, il y a une grande latitude quand même pour faire la copie par tous les moyens possibles à disposition de toutes les œuvres possibles sans avoir à consulter un répertoire.
en contrepartie quand même de toute cette facilité tout de même qu'on peut permettre aux ayants droit dans le cadre de la licence. Euh, donc, il y a des conditions à respecter de la part des enseignants. Donc, évidemment, citer les sources, ça, on en revient à l'histoire du droit moral et de l'information qu'on peut donner donc, aux étudiants sur les publications qui peuvent être utilisées. Ne copier que des extraits. Donc, la copie intégrale n'est pas prévue dans le cadre des conventions, des licences CFC. Donc, les endroits ont fixé plutôt de l'ordre de 10% d'une œuvre par acte de reproduction. Donc, évidemment, un enseignant qui a besoin d'avoir 12% d'une œuvre ou un petit peu plus, on ne va pas non plus tomber dans la chose, disons, quelque chose de très, très cadré à ce point-là. Mais tout de même, l'idée, c'est qu'on reste dans le cadre de la copie ne peut se substituer donc à l'œuvre. Elle n'est que là accessoire pour illustrer un propos, pour pouvoir étayer des arguments, voilà, pour apporter de l'information aux étudiants. Donc, mais voilà, elle ne doit être qu'accessoire. La copie intégrale, évidemment, est interdite. Et la troisième condition donc, prévue dans le cadre de licence CFC, sur lequel on va rester un petit peu plus en fin de cette présentation, c'est ce qu'on appelle la déclaration des œuvres, c'est-à-dire concrètement euh, mettre en place, permettre euh, le reversement aux ayants droit dont les œuvres ont été utilisées, donc en fournissant des informations sur les publications, des informations assez précises. Donc concrètement, la licence CFC autorise les copies, toutes les copies possibles pour les enseignants. Elle prévoit donc une rémunération versée par l'établissement euh, donc chaque année, qui va donc être à reverser ensuite aux ayants droit. Et donc, pour permettre donc, de ce reversement aux ayants droit, on a besoin d'avoir des informations assez précises sur les œuvres qui ont été utilisées. Donc, on met en place avec les établissements euh, un, un dispositif de reporting, de retour d'informations sur les publications copiées. Donc, on définit les choses, on met en place tout au long de l'année, c'est des déclarations en continu au fil de l'eau et avec des retours par semestre donc, des établissements au CFC. Donc, les enseignants, donc, au cours du premier semestre, par exemple, déclarent lorsqu'ils ont des copies de publication, ils les déclarent sur des outils qu'on met à disposition. Et à la fin de chaque semestre, remonte un interlocuteur donc, au sein de chaque établissement ces informations qui, lui, ensuite, cet interlocuteur, les remonte au CFC. On a recours, même s'il y a d'autres outils qui existent et qui étaient historiquement ou qui existent sont été mis en place, on a beaucoup recours quand même à un outil très simple. Donc, c'est un fichier Excel. Donc, vous voyez l'illustration euh, qui est facilement diffusable hein, par messagerie. Ça permet d'aller au plus près des enseignants, qui est copiable facilement pour pouvoir être réutilisé. Si, par exemple, un enseignant réutilise d'un semestre sur l'autre, d'une année sur l'autre, euh, les mêmes, euh, les mêmes publications ou s'il a juste à compléter de quelques informations. Donc, c'est vraiment un des formats que l'on reçoit le plus de déclarations. Donc, chaque enseignant a son fichier Excel et le complète au fil de l'eau et le remonte à la fin de chaque semestre donc aux personnes désignées au sein de cet établissement. Donc, sur ce fichier Excel, pour pouvoir aller jusqu'au bout du processus et de pouvoir reverser aux ayants droit donc les œuvres, les droits qui ont été préalablement versés par l'établissement. Donc, on a besoin d'informations quand même précises, à la fois donc d'ordre bibliographique. Donc, pour un livre, les mentions bibliographiques classiques, le titre, l'auteur et l'éditeur. Euh, souvent, quand même, je pense que c'est une question de temps et les enseignants ne prennent pas forcément le temps de tout indiquer. Euh, on a très souvent titre, auteur, mais alors éditeur, parfois, ça passe un petit peu à la trappe et ça peut, ça peut empêcher, en fin de compte, l'identification complète
des publications. Donc, c'est trois champs quand même qui sont importants. Pour la presse, donc les journaux et les revues, là, il n'est pas nécessaire d'entrer dans le détail du titre de l'article, du nom du ou des co-auteurs. Juste le titre de la revue, du journal, nous permet à nous donc de reverser les droits ensuite aux publications correspondantes. En plus de ces indications bibliographiques, on a besoin d'indications volumétriques, puisque la rémunération ensuite, le reversement des droits est proportionnel aux usages. Donc on valorise les œuvres en fonction du nombre pardon, en fonction du nombre de copies qui ont été déclarées. Donc on a besoin de savoir donc, la taille de l'extrait copié pour chaque œuvre. Donc, souvent, dans le milieu universitaire, on a des moyennes souvent de 2 pages. Souvent, c'est quelques pages qui viennent étayer donc un support de cours qui peut être diffusé. Voilà, donc, il est nécessaire pour nous d'avoir le nombre de pages. Donc, on se ramène au format A4, classiquement, qui est facilement à la fois d'univers papier qui est facilement à décompter et qui, l'univers numérique, correspond aussi. Et on a aussi besoin, dans le cadre de ces déclarations, que nous soit indiqué le nombre d'étudiants destinataires. Voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas inventer. C'est l'enseignant général, souvent quand même, connaît son nombre d'étudiants, donc son nombre d'étudiants en groupe de TD ou d'inscrits dans un espace de cours Moodle. C'est des informations qui sont souvent destinées à sa disposition. Et enfin, pour bien penser à recenser tous les usages, à la fois la visualisation, la mise en ligne sur les plateformes pédagogiques, les impressions, les photocopies, bien nous indiquer donc l'usage de chaque copie. Est-ce que ça relève de la reprographie classique sous la forme de photocopie ou sous la format numérique? Donc, voilà. Muni donc de toutes ces informations, euh, donc nous, on peut donc, identifier clairement les publications qui ont été utilisées et pouvoir reverser aux ayants droit les droits qui leur sont dus. Pour terminer, voilà, je vous indique juste, vous voyez, donc des déclarations qui ont pu être faites pour donner une ordre d'idée, voilà comment ça nous remonte. Donc là, c'est dans Bordeaux INP, donc c'est très, comment dire, très fourni. On a toutes les informations, voire même trop d'informations, on va dire, mais bon, voilà. Mieux vaut avoir parfois trop d'informations que pas d'informations. Ça, là, c'est les modalités sous lesquelles les déclarations nous remontent par semestre. Et ici, donc, là, c'est la version encore manuscrite, mais ça existe dans d'autres établissements. Là, c'était Sciences Po Bordeaux. Voilà, c'est des informations aussi qui nous sont complétées et qui nous remontent chaque semestre par les services des établissements. Donc, pour plus d'informations, sinon, sur l'ordre de copie, le CFC, je vous invite à vous rapprocher de notre site internet. Donc, il y a des pages dédiées aux établissements d'enseignement. Il y a d'autres pages intéressantes faites sur EduSchool aussi, qui peuvent aussi vous aider à mieux, voilà, mieux comprendre, mieux savoir ce qui est possible de faire dans un cadre pédagogique. Et il y a aussi donc, le site que je vous mets d'économie.gouv.fr qui est très, très intéressant. Puis bien d'autres sites sûrement que vous connaissez sur le sujet. Donc, je vous remercie. Vous avez mes coordonnées. Donc, mon mail, c'est le même. Mon téléphone va changer, mais bon, pour l'instant, il est encore correct. Donc, si vous avez quelconque question, voilà, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par le téléphone. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Monsieur Payen, Je vous en prie. pour cette présentation très claire. Nous avons deux questions dans le chat. Ouais. Alors, la première question, donc je ne peux donc pas mettre à disposition l'article complet sur Moodle. Je dois seulement leur fournir la référence et les laisser aller chercher l'article sur Kern. Si, si, c'est possible. Si, il est possible l'article complet, c'est un lien vers, c'est ça, déposer un lien sur Moodle. Non, c'est possible. Il n'y a pas besoin d'autorisation pour des liens. Donc, non, non, c'est possible de le faire. Est-ce que c'était bien ça la question, Sébastien?
Je, La question, en fait, elle était plutôt sur le PDF. Oui. Si je dépose mon PDF avec l'article, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Ah d'accord, oui, c'est autre chose. Oui, Hmm. oui, oui, c'est possible. Ouais, ouais. Parce que je serais définitivement au-dessus des 10% autorisés. Je donne 100% de l'article en Oui, PDF. ouais, mais c'est vrai que pour les articles, c'est- on reste dans du coup, justement, puisque les pratiques sont telles qu'elles sont, vous pouvez mettre l'article en entier sur. Non, il n'y a pas de problème. Vous ne restez pas dans les 10%, c'est vrai que je ne l'ai pas cité, pour ce qu'on appelle des œuvres courtes, entre guillemets. Et les articles, après, les articles ne sont pas forcément tous courts, mais non, non. Pour un article, vous pouvez mettre l'intégralité de l'article en ligne sur Moodle. Il n'y a pas de problème. Et donc, Sébastien avait une seconde question. Comment ça se Oui, passe pour les images utilisées dans des diaporamas, diffusion restreinte, mais généralement pas de référence? oui. C'est vrai que ça, c'est une difficulté de la référence des images, puisque elles sont prises voilà, à droite, à gauche. Alors, sur l'usage lui-même, sur l'utilisation des images, voilà. Nous sommes agréés pour permettre l'utilisation des images dont vous pouvez les utiliser. Après, pour l'identification, et là, je pense que si on parle plutôt du côté de la déclaration des images, c'est ça, je pense plutôt, ça induit ça comme question. Euh, Ouais, l'idée, c'était de, voilà, je constitue mes PowerPoint en allant piocher simplement des illustrations sur Google Images. Je les hmm, déclare jamais. Je sais même pas je regarde pas forcément non plus d'où viennent les images. Ce sont juste des illustrations pour mon diaporama. Est-ce que je suis censé les déclarer et les référencer? oui, oui, ouais, vous êtes censé les déclarer. Après, oui, vous êtes censé. Je comprends que ça peut être un petit peu long. Le lien suffit, hein. Je pense, le lien sur lequel vous avez trouvé l'image. euh, Ça devrait, normalement, vous pouvez juste nous le copier dans le tableau et nous, on fera le nécessaire on fera les recherches et on regardera ce qu'il en est au niveau pour essayer de remonter sur les ayants droit. Si je Mais précise, Monsieur Payen, c'est donc l'enseignant met l'image sur son PowerPoint oui, et oui. dessous, il met le lien vers lequel, enfin, qui aboutit à l'image sur le net. C'est ça? Enfin, Alors ça, pour la conception du même support, normalement, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure pour le respect du droit moral comme des ayants droit, donc oui, indiqué sous la référence d'accord. sous l'image, oui. Après, pour la partie déclaration des œuvres, donc si voilà, cette déclaration par les enseignants pour qu'on puisse reverser les droits donc aux ayants droit correspondants, il faut nous reporter en fin de compte ces liens sur le tableau de déclaration. Mhm. Très Ça bien. fait un peu, Je me je permets, peux ju- comprendre. je me Oui, permets juste de réagir. C'est juste pas possible, en fait. Rien que sur un seul cours, je dois avoir 150 images. J'ai 4 cours par semestre. Donc, je oui. vais vous déclarer 600 liens, juste moi. Non, non, mais j'entends que c'est fastidieux parce que j'y reçois des tableaux avec des collections de liens. Donc, j'entends que c'est fastidieux. Après, on n'a pas d'autres moyens actuellement, voilà, d'avoir l'information. On comprend que vous ayez besoin d'utiliser ces images. C'est votre liberté hein, de pédagogique, hein, on ne va pas s'immiscer dedans. Après, donc, il y a des ayants droit derrière. Toutes les images ne sont pas forcément libre droit. Après, si vous utilisez que des images sous Creative Commons clairement identifiées, il n'y a pas besoin de les déclarer. Vous avez juste à indiquer donc à vos étudiants, dans le cadre du PowerPoint, vous avez utilisé telle image. Bon, eux, ça ne les intéresse ou pas de savoir si c'est sous Creative Commons, ça, je ne sais pas, mais peut-être. Mais après, si vous utilisez des images, vous n'avez pas d'informations sur est-ce que vous pouvez ou pas les rediffuser, etc. Donc, nous, on est là, justement. Vous pouvez rediffuser, vous n'avez pas de questions à vous poser. On n'a pas un répertoire à vous mettre en face, donc vous pouvez très bien l'utiliser. Mais on vous demande, euh, pour pouvoir aller au bout du processus quand même, puisque les habilitations ont normalement versé des droits pour ces rediffusions, de nous donner l'info. Après, si vous avez, je ne sais pas moi, trois quarts d'image chez des Creative Commons, ça en fait déjà un petit peu moins, je ne sais pas. Quelles sont vos pratiques? Bon, merci beaucoup, Monsieur Payen. Enfin, on va laisser la Oui, parole maintenant
à Naoufel Baroun et Jean-Yves Galipiensauf de la bibliothèque voilà, de sciences et technologies de l'Université de Bordeaux qui vont nous parler de la citation de l'IA générative. Moi, je vous laisse. Excusez-moi, merci en tout D'accord. cas. Est-ce Oui, que vous pouvez juste m'envoyer le replay ou me dire où bien je sûr, trouve? bien Ouais, sûr, hein. ouais, parce Bien que sûr, je, je vous je- Je pour transmets peux ça. simplement poser une question avant. Oui, allez-y. Je me demandais par rapport à ces déclarations qu'on doit vous faire, quel était le statut des ressources auxquelles on est abonné? Je pense par exemple aux techniques de l'ingénieur pour lesquelles les établissements payent un abonnement ou les publications scientifiques pour lesquelles les universités payent des abonnements à Elsevier ou d'autres. Est-ce qu'elles doivent être déclarées pareilles ou pas? Alors moi, j'ai pas forcément la connaissance du contenu des licences. On n'a pas forcément la connaissance du contenu des licences, donc je sais pas forcément ce que les licences autorisent en termes de rediffusion. Donc, il faut mieux les déclarer dans ces cas-là. Donc, on essaiera de se rapprocher des ayants droit correspondants pour savoir ce qu'ils autorisent ou pas, si c'est couvert ou pas. Donc, si ce n'est pas le cas, ben, on viendra en étage supplémentaire pour les couvrir et donc pour les rémunérer. Si elles sont couvertes dans le cadre déjà d'accords préexistants, on ne les rémunérera pas. Donc, oui, à ce moment-là, oui, c'est mieux de nous les déclarer. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, merci Monsieur Payen. Enfin, Merci à vous. au revoir, à Au bientôt. revoir. Au revoir. Donc Naoufel, je te laisse la parole. Naoufel et Jean-Yves, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, nous sommes tous les deux bibliothécaires. Moi, je suis conservateur, Jean-Yves est bibliothécaire, et on travaille tous les deux au service soutien à la direction de la documentation de l'Université de Bordeaux. Donc, moi, je travaille dans un service soutien à la recherche. Et Jean-Yves, je te laisse continuer. Donc moi, je travaille dans un service de formation formation à la recherche documentaire, à la bibliographie, et donc voilà, on forme tout type d'étudiants, licence, master, doctorants. Juste pour revenir un peu sur la question précédente sur les licences, chaque éditeur va imposer une sorte de fair use en rapport avec évidemment les règles de copyright. Et ça va être très différent en fait, d'un éditeur à un autre. Parfois, on se retrouve limité, par exemple, vous savez, pour fournir une copie d'article à une bibliothèque universitaire d'une autre université, parfois, ces clauses-là nous bloquent pour diffuser ne serait-ce qu'une copie de PDF. Parfois, on nous impose de diffuser uniquement sous forme de copie papier, donc on rematérialise du PDF. Donc voilà, c'est juste pour voilà, ça n'empêche pas au niveau de la déclaration du CFC, ça je ne sais pas du tout, mais ça va être très très variable et c'est un vrai casse-tête par rapport à ça, puisqu'il n'y a pas une règle fixe. Enfin, en général, c'est plutôt des choses assez contraignantes. Voilà, un usage vraiment local et individuel, quoi. Après, rien n'empêche de faire la citation. Pour, Ah oui, pour ça ce qui est le n'empêche cas. pas, bien sûr. Alors, la question que vous posez, vous pouvez vous poser légitimement, c'est pourquoi deux bibliothécaires vont vous parler de ChatGPT, enfin en tout cas des IA génératives. Nous avons été confrontés à cette problématique et les enjeux des usages des IA génératives enfin, une petite anecdote, c'est-à-dire nous avons un système de chat en ligne qui permet aux usagers, quels qu'ils soient, de poser des questions de n'importe quel ordre, notamment bibliographique, à des professionnels de bibliothèque. Donc, c'est pas des bots derrière. Et donc, on a eu une demande d'un étudiant sur des ressources qu'il souhaitait trouver sur les bases de données. Donc, il ne trouvait pas du tout les textes intégrales. Et donc, la collègue en question, elle a essayé de trouver. Évidemment, elle n'a pas trouvé de source. Enfin, elle n'a pas trouvé les documents en question. Et donc, elle lui a posé la question d'où la bibliographie provenait. Donc, il lui a expliqué que c'était ChatGPT qui lui a proposé cette bibliographie. Donc, c'est ça nous a un peu enfin, mis devant l'idée de se poser des questions sur ces usages, ces nouveaux usages qui apparaissent chez les étudiants, quel que soit leur niveau d'utilisation de ces IA génératives dans leurs travaux universitaires et académiques.
Donc de tout point de vue d'ailleurs, de point de vue à la fois bibliographique, donc on s'est rendu compte évidemment que ces bibliographies n'existent pas parce que ChatGPT crée, comment tu l'appelles déjà Jean-Yves, des hallucinations? Alors, oui, quand une intelligence artificielle crée des fausses informations, on parle d'hallucination, mais on pourrait appeler ça un bug. Mais en même temps, il fait le travail qu'on lui demande, bêtement, entre guillemets, c'est-à-dire il simule une bibliographie, quelque chose qui ressemble à une bibliographie. Et après, qu'elle soit véridique ou pas, l'intelligence artificielle n'a aucune opinion, ne cherche pas forcément la véracité. Il faut que ça a l'air probablement, voilà, dans son idée, c'est probablement c'est ça qu'on attend. D'un point de vue statistique, un texte qui ressemblerait à ça. Donc les références n'existent pas en fait. Dans certains cas, ils les inventent. Mais voilà, c'est pas valable pour toutes les intelligences artificielles et ça dépend Oui. comment on leur pose la question. Et là, la vérité d'aujourd'hui, c'est pas celle de demain. Donc, ces intelligences artificielles évoluent très vite. Et donc, il faut qu'on soit aussi attentif sur ces évolutions et les services qu'elles proposent. Donc, partons de cette problématique et cet enjeu. On s'est posé les questions en termes comme formateur, formateur à la recherche documentaire, encore une fois, sur voilà, comment réagir et comment répondre à ce type de sollicitations et de besoins et de demandes. Et donc, il y a eu une petite séance de formation entre formateurs il y a un petit moment sur lesquels on s'est vraiment posé ce type de questions. Et donc, voilà, nous, ça nous a amené à penser, à réfléchir sur la question de la citation qui commençait à être, c'est-à-dire comment citer, du coup, on peut citer des IA génératives. Et donc, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Encore une fois, on n'est pas juriste, ni moi, ni Jean-Yves. Je vais partager mon écran. C'est ça. Voilà. Est-ce que vous voyez mon support? Oui. Très bien. Alors, je l'ouvre, s'il arrive à l'ouvrir. Alors, excusez-moi 2 petites secondes. Donc, commençons par le commencement. C'est-à-dire, alors, je ne sais pas. Oui, dis-moi. C'est bon, ça s'ouvre. Parfait. Alors, je ne sais pas est-ce que vous êtes familier avec ou pas avec les IA génératives? Est-ce que forcément vous devez vous poser des questions? Est-ce que vous avez eu, par exemple, l'expérience d'étudiants qui vous ont proposé des contenus sur lesquels vous vous posez des questions sur leur origine, leur citation, etc. Donc ces questions sont de plus en plus prégnantes, présentes, et beaucoup d'enseignants forcément se posent des questions. Comment faire avec ou pas, plutôt avec, on a en tout cas cette philosophie, parce qu'on ne peut pas en faire abstraction, on ne peut pas faire, excusez-moi le terme, de la politique de l'autruche. Donc voilà, tout le monde les utilise, donc à savoir qu'est-ce qu'elles représentent. Donc, ça constitue un vrai défi, à la fois pédagogique, sur la pédagogie, sur même la façon de conduire la pédagogie, sur les enseignements ou sur les évaluations, et aussi au niveau évidemment du droit d'auteur. Donc, ces IA sont capables aujourd'hui de créer vraiment des contenus, on va dire, originaux, à partir d'un certain nombre de données dont je vous expliquais tout à l'heure les origines. Et ça peut être sous plusieurs formes. Ça doit être voilà, du texte, des images comme Midjourney. Je vous montrerai quelques exemples. Vous avez DALL-E aussi qui fait des choses extraordinaires. Vous avez aussi de la musique. On peut vous créer un morceau complètement artificiel avec même la voix du chanteur sur lequel vous voulez que la chanson soit chantée. Mais vous avez aussi des choses que peut-être vous-même vous utilisez, notamment la traduction automatique comme DeepL, que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui. Donc les IA sont omniprésentes. Des fois, on les voit, on les perçoit, et des fois, elles sont complètement implicites derrière. On les voit des fois pas du tout dans nos pratiques. Donc ces contenus qui sont générés par ces IA peuvent être des fois protégés par le droit d'auteur.
et des fois, ils peuvent même porter atteinte aux droits de ces auteurs. Et la question qu'on peut se poser, comment voilà, le droit s'adapte aujourd'hui. Donc là, je vous présente quelques exemples, notamment de Midjourney, donc des créations complètement artificielles par ce biais, par les IA. Donc évidemment, ça ne se fait pas tout seul. Il y a derrière des contenus, des besoins, voilà, qui vont être formalisés à travers ce qu'on appelle les prompts. Et ça donne aussi, par exemple, ce type de choses. Donc là, c'est des couvertures complètement qui n'existent pas, bien évidemment, de Tintin et différents personnages de Tintin à la manière de Enki Bilal en utilisant Midjourney. Donc il y a des fois, les résultats sont vraiment spectaculaires. Je continue. Donc, on peut se poser la question sur comment fonctionne l'ISIA. Donc, ces utilisent des techniques d'apprentissage profonds en utilisant des réseaux neuraux artificiels, bien sûr, qui permettent d'analyser certaines données et puis de créer des nouvelles données. Et ça peut être d'une façon automatique ou pas, supervisée ou pas, sous contrôle d'un humain ou pas. Donc ça fonctionne sur ce qu'on appelle les grands modèles de langage, à savoir ce sont des modèles mathématiques, pardon, dans la génération d'automatique de texte à partir de ce qu'on appelle les prompts. Donc ces ces grands modèles de langage sont entraînés sur des corpus de données gigantesques qui sont composés eux-mêmes de dizaines de milliards de pages web qui vont analyser, qui vont digérer et qui vont leur permettre d'apprendre les structures et les schémas du langage. Donc, ces corpus ne contiennent pas que des textes en open source, enfin en open access, pardon, et contiennent aussi des textes protégés par la propriété intellectuelle, quel que soit le type de document. Alors, en termes de contenu en amont, c'est-à-dire ces fameux corpus dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, il y a la loi qui permet aujourd'hui, à travers le data mining, qui est une technique, comme vous le savez, qui consiste à analyser des grandes quantités de données par des outils informatiques et qui peut nécessiter la reproduction de contenus qui sont protégés par le droit d'auteur. Donc, la directive européenne de 2019 permet d'avoir une exception au droit à des fins notamment de recherche scientifique ou d'innovation, d'utiliser ce type de procédé. Mais ce droit, cette directive date de 2019, donc avant même l'apparition des IA d'aujourd'hui, et qui en envoie aujourd'hui les limites. Donc, il y a aujourd'hui un projet d'IA Act, qui est un projet de règlement européen qui vise à réguler notamment l'usage des IA dans toutes les pratiques qu'on peut en faire, et qui va imposer de plus en plus notamment des contraintes, notamment de citation des sources, pour permettre justement de trouver éventuellement les ayants droit. Au niveau de l'aval, c'est-à-dire au niveau de la production, des outputs que vont pouvoir générer les IA, ça peut être considéré aussi comme une espèce d'œuvre originale et qui peut être aussi protégée par le droit d'auteur, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a une forme d'originalité évidemment, de cette œuvre qui doit être assez créative et assez originale, encore une fois, et qui doit être perceptible par nos sens et non pas, bien sûr, sous forme de données ou de code. La question aussi se pose au niveau des droits, enfin, de la propriété en aval sur les contenus générés. Il n'y a pas encore clairement de droit spécifique européen ou français sur cette question, mais il y a plusieurs hypothèses qui se dégagent. L'IA peut être considérée comme l'auteur des contenus qui sont générés.
mais elle n'a pas, elle n'a pas la personnalité juridique pour exercer ses droits. Et les contenus de l'IA ne sont pas protégés par le droit d'auteur car ils ne sont pas le fruit d'une intervention humaine. Donc ça, c'est certaines contradictions dans ces hypothèses. La question aussi de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire à qui appartient le droit, peut aussi se poser. Donc, il y a le cas d'une jurisprudence aux États-Unis née d'une BD qui s'appelle Zara and the Dawn, qui concerne une bande dessinée qui a été créée par Midjourney. Et au moment du dépôt au niveau du droit d'auteur aux États-Unis, le droit d'auteur n'a pas été l'auteur, on va dire, de cette BD n'a pas été reconnu comme auteur, mais c'est l'IA générative qui l'a été. Euh, donc, euh, donc voilà, ça c'est aussi, alors ça ressemble à ça, cette IA. Donc sur le couverture, on voit le nom de l'auteur, enfin l'auteur en tout cas du texte, qui a été reconnu, et Midjourney en tant que outil qui a produit, qui a permis de produire les images comme vous le voyez sur l'écran. Donc ça, je l'ai déjà vu. D'où aujourd'hui la question qui se pose sur nos étudiants, comment ils peuvent utiliser ces outils-là. Ils les utilisent au quotidien sur beaucoup de choses. Ils peuvent les utiliser pour créer des textes, des contenus. Ils peuvent les utiliser aussi pour créer des images, comme on l'a vu, mais aussi demander des plans de mémoire, par exemple, ou d'un exercice, créer des synthèses, des résumés, créer aussi des traductions, on l'a vu. Les IA ont une capacité de traduction assez impressionnante. Donc ces usages-là, il faut que vous en soyez conscients, conscientes. Nos étudiants les utilisent. Peut-être vous-même vous le faites. Donc ça crée aussi évidemment les questions légitimes de point de vue de la propriété intellectuelle et donc les problématiques notamment de citation, à savoir à identifier les auteurs des requêtes qui ont été faites par ces IA génératives. Certaines IA citent des sources, notamment Bing Chat, mais ChatGPT ne cite pas des sources. On peut lui demander de le faire, inciter, euh, euh, insister pour qu'il le fasse, mais on peut les avoir, mais des fois, elles ne sont pas, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, elles peuvent être des fois un petit peu faussées. Je rappelle que le plagiat, c'est le fait de présenter un travail ou des idées de quelqu'un d'autre comme étant les vôtres. Sans son consentement, en l'incorporant dans votre travail sans les citer explicitement. Donc, les IA génératives ne sont pas les auteurs au sens traditionnel du terme, mais les étudiants doivent néanmoins les citer. En tout cas, c'est fortement conseillé, on va dire, pour les conversations qu'ils utilisent avec ChatGPT ou les autres IA. Ce qu'on voit, ce qu'on découvre, c'est que aujourd'hui, les universités commencent à prendre position. Il n'y en a pas beaucoup. Moi, je pense à l'université d'Aix qui ont mis en place un certain cadre. Comme vous le savez, à Sciences Po, les étudiants qui utilisent les IA sont censés mentionner de façon explicite qu'il ne s'agit pas d'emprunt ou de citation d'une source extérieure. Donc, il est question aussi de pouvoir le non-respect de la mention de l'IA comme source se verra sanctionné. Naoufel, je vais juste faire, voilà, je vous donne une information en off. J'étais la semaine dernière en réunion avec des responsables de master. Les dernières consignes données pour la partie examen, c'est-à-dire en termes d'examen à l'Université de Bordeaux, il y a une interdiction formelle d'utiliser des intelligences artificielles, quelles qu'elles soient. Voilà, c'est ce qu'on a compris à la lecture, donc je ne fais que rapporter des propos, bien sûr, à confirmer. Bien sûr, voilà, ça peut encore évoluer pour l'instant ce parti pris, mais là, pour les prochains examens, les étudiants n'ont pas le droit de s'en servir en théorie.
D'accord. Donc les choses commencent à se mettre en place et les universités commencent à se prendre position, ce qui est très important. Et ça nous donne quand même un cadre sur lequel pouvoir réagir, interagir avec les étudiants, notamment sur le travaux. Donc ça, les inquiétudes concernent les étudiants, mais aussi de plus en plus, notamment des revues scientifiques, comme par exemple la revue Nature s'inquiète de la façon dont les outils de l'IA peuvent menacer la transparence de la production scientifique. Donc aujourd'hui, il y a la possibilité, il est conseillé fortement aux étudiants de citer les prompts qu'ils utilisent ou d'autres IA. Il existe aujourd'hui un certain nombre, c'est un certain nombre de styles bibliographiques, c'est-à-dire qui préconisent un format de citation de ces prompts issus des IA génératives. Donc, je vais vous aussi présenter trois. Donc, vous n'êtes pas bibliothécaire, mais au moins, je vous donner une idée sur ces trois styles bibliographiques différents. Vous avez le style des APA. Donc, c'est basé sur les directives de l'American Psychological Association. Donc, c'est plutôt dans le domaine de la psychologie, mais qui dépasse aussi cette discipline en particulier. Donc, il y a le moyen de citer dans le corps du texte l'auteur du modèle d'IA générative avec l'année de version utilisée, donc comme sur ce qu'on voit sur l'exemple OpenIA 2022. Et on peut aussi l'intégrer dans une bibliographie avec l'auteur du modèle, l'année du modèle d'utilisation, le nom du modèle de l'IA utilisé avec les versions et le type ou la description du modèle de l'IA utilisé avec l'URL. Donc OpenIA 2020, par exemple, ChatGPT, qui a la version de 20 décembre 2023, pardon, et grand modèle de langage, évidemment, le lien qui a été pris. Aujourd'hui, Juste une parenthèse, donc là on est oui, sur le type d'une citation d'un logiciel utilisé en fait, ça ressemble beaucoup. exactement. Comme, je ne sais pas, l'étudiant serait servi du logiciel statistique R, il va indiquer quelle version il utilisée ou tel logiciel de simulation 3D. Il peut tout à fait citer l'outil qu'il a utilisé et éventuellement la production qu'il a fait, souvent peut faire l'objet d'une annexe. Et en tout cas, moi, ça ressemble beaucoup de mon point de vue de bibliothécaire en tout cas. Et il est conseillé aussi sur ce format de présenter dans l'annexe une capture du prompt qui a été utilisé. Le modèle Modern Language Association, c'est à peu près les mêmes choses. Après, là, la différence, c'est qu'on va décrire, on va préciser la nature du prompt, c'est-à-dire de la question qui a été posée, avec le nom de l'IA, la version, la société, etc. Donc, c'est à peu près le même exemple que le modèle précédent. Là, c'est un exemple en anglais. Tell me about confirmation bias. Parlez-moi du biais de confirmation. Donc, ça a été posé sur ChatGPT, sa version du 13 février. La date où la question a été posée et évidemment le lien. C'est pareil aussi il y a un modèle aussi pour créer une citation avec ce modèle-là, avec les trois mots de la requête avec MLA. Le troisième style que je veux présenter, c'est le style Chicago, qui à peu près propose plus ou moins les mêmes cadres. Donc, ChatGPT, le style Chicago propose de traiter les prompts ou les réponses de prompt comme une communication personnelle qui peut être similaire à une interview qui ne serait pas publiée. Donc, le modèle, c'est vraiment ce modèle-là, donc où on va gérer le texte, on va citer le texte généré par l'IA utilisé, la date de la discussion, l'auteur du modèle de l'IA utilisé et évidemment l'URL, comme sur le plan en bas. Et après, dans la citation, il y a ChatGPT, voilà, qu'on intègre dans la citation. Donc voilà, j'ai fini par la partie concernant les citations, donc les trois modèles qui sont proposés aujourd'hui pour citer les IA, les prompts des IA.
Juste un mot avec Jean-Yves. Nous avons testé des choses en termes de formation avec des masters, avec un enseignant d'ailleurs en chimie, Jean-Yves. Je te laisse peut-être la parole pour en Oui, parler. je réponds juste à la question par rapport à finalement Ah, une comment est-ce question. que nos unités de formation vont détecter. Alors, il y a la réponse, on a compilation, certaines unités de formation s'en servent, d'autres non. Et là, j'allais répondre, mais finalement, je vais répondre oralement. On peut aussi se servir très bien, quand on a un doute sur le côté rédactionnel d'une production, parfois, bah oui, c'est bien rédigé, mais au niveau logique, c'est un peu d'une sorte de mix pas très cohérent. On peut très bien vérifier, demander à une IA de détecter d'où viennent les sources de ce texte et indirectement, euh, voilà, avoir un aperçu de ce qui a été utilisé ou pas. Voir, ça permet voilà, on avait fait cette utilisation-là notamment en TD avec des étudiants et un enseignant. Puisque ChatGPT refusait de donner ses sources, sûrement pour des raisons de secret commercial, et parce qu'il considérait qu'il n'était pas fait pour ça. Du coup, on a demandé à une autre IA de repérer quelles sources avaient été utilisées. Et on a vérifié, c'était des vraies sources, et on retrouvait effectivement une partie du texte. Donc voilà, ça peut être un élément de réponse. Enfin, on a deux éléments de réponse là-dessus. Sinon, voilà, pendant le TD, on s'était amusé, c'était des étudiants en géosciences, et voilà, on voulait savoir quels étaient les procédés de phytoremédiation des sols, c'est-à-dire la dépollution des sols par l'utilisation des plantes. Et donc, on avait différents types de résultats, c'est-à-dire déjà, évidemment, mais bon, c'est en utilisant qu'on apprend. Si on ne contextualise pas la demande, est-ce qu'on veut une réponse d'expert ou de débutant, ou une réponse grand public ou de professionnels de la recherche, scientifiques, comment dire, dans le domaine, c'est pas les mêmes réponses. La question du niveau de réponse aussi va être fluctuant suivant qu'on utilise une IA, par exemple chat grand public sur Bing. Ça va être beaucoup moins détaillé que sur comment dire, une IA un peu plus spécialisée sur entre guillemets, le vrai chat GPT. Bon, à l'époque, c'était il y a quelques semaines, mais ça a bien changé. Les sources étaient trop vagues, hein. Citer Wikipédia, j'ai pris cette information dans Wikipédia, ça ne nous avance pas à grand-chose, hein. Voilà, là, il y a une évolution depuis, les sources, les pages concernées, les URL précises sont indiquées. Donc ça, effectivement, il y a une grande évolution là-dessus. Et voilà, ce qui était intéressant, on avait testé aussi une Assistant by Site qui n'est disponible qu'en démonstration, mais qui permettait de retrouver vraiment le contexte exact de la phrase. Et voilà, quelque chose d'extrêmement précis avec vraiment la référence bibliographique exacte et indiquée. Donc là, il y avait vraiment une vraie traçabilité. Ça ressemblait vraiment à un review. Pourquoi j'utilise le mot ressemblait? Parce que oui, formellement, ça avait l'air d'être assez détaillé, de répondre à la demande initiale. Sauf que du point de vue scientifique, eh bien, en fait, en regardant les sources et rapidement, l'enseignant a détecté, mais lui, il était chimiste, il pouvait le faire, que ça mélangeait allègrement différents procédés. L'un de la chimie nucléaire, c'est-à-dire la dépollution d'isotopes radioactifs, la chimie des métaux, et aussi la biochimie, notamment le cycle vie des plantes, et que tout ça était un petit peu, entre guillemets, mixé, sans forcément qu'il y ait une vraie compréhension des concepts qui relevaient de disciplines très, très différentes. Et du coup, pour lui, voilà, il s'était aperçu au bout de 2 ans que tous ces étudiants, en fait, utilisaient ces outils-là, et les intelligences artificielles pour produire les documents, mais en fait, maintenant, il va être moins attentif finalement sur le côté rédactionnel, mais plus sur voilà, quel est l'enchaînement logique, la compréhension. Est-ce que la compréhension
des concepts scientifiques et fines? Est-ce que il y a une certaine logique respectée? Et puis surtout, voilà, est-ce que l'étudiant est en capacité d'expliquer à l'oral très clairement ce sur quoi il est censé avoir travaillé? Parce que là, c'est un peu le test de vérité, entre guillemets, c'est-à-dire soit on s'est servi d'une IA de manière intelligente en vérifiant, en ayant un esprit critique et en faisant bien, en prenant le temps de comprendre les concepts, soit on s'est contenté d'une sorte de mash-up d'un, comme disait le collègue stagiaire, quelque part un assistant, et finalement on n'est pas en capacité de les expliquer, et donc le travail n'a pas été fait en réalité. Voilà, c'est un peu le genre de conclusion provisoire qu'on a été amené à faire en fin de séance. Et voilà, du coup, j'ai beaucoup parlé. Est-ce qu'il y a des questions ou des Mais remarques? juste, je veux rebondir aussi sur ce que je viens je viens de dire Jean-Yves. Ce qui est très important, c'est de donner aux étudiants, enfin, de leur expliquer qu'il faut qu'ils développent des stratégies, euh, en tout cas de critique des sources. Parce que les sources qu'ils manipulent doivent être des sources qui ont été validées. Et donc, ils doivent absolument les confronter, en tout cas les résultats obtenus par les IA génératives doivent être confrontés à des vraies sources. Donc ça crée un double travail d'une certaine manière. Euh, donc d'où l'intérêt, enfin, une question d'économie de l'effort, la question peut se poser sur l'intérêt de le faire du coup. Enfin, voilà. Donc il vaut mieux, à mon sens, enfin, quand on essaie de leur expliquer qu'il vaut mieux aller sur les sources fiables directement que d'aller faire des recherches sur des IA génératives avec des contenus qui peuvent être des fois pas très précis et devoir, encore une fois, les comparer avec des sources fiables. Donc, ça fait double travail d'une certaine manière. Voilà. Oui, parce que, comme tu le dis, Naoufel, en fait, il y a beaucoup de tâches. Il va falloir déjà préciser quel est le profil, sur quel profil l'IA doit répondre. Bon, maintenant, il y a des petits boutons pour mettre expert. Il va falloir indiquer la tâche. Est-ce que c'est rédigé? Est-ce que c'est amélioré? Est-ce que c'est recherché? C'est trois choses très, très différentes. Et il y a sûrement d'autres tâches. Il faut que, dans l'idéal, que l'IA nous pose des questions. Et donc, dans ce cas-là, il faut qu'il y ait un mode de questionnement pour pouvoir bien préciser. Sinon, il va interpréter comme ça l'arrange et rester peut-être très vague ou prendre une direction qu'on ne veut pas. Il faut indiquer aussi la fin de la tâche, parce que si on lui demande après d'autres choses, il faut clore entre guillemets le prompt et redémarrer à zéro. Parfois, ces éléments, quand on précise le profil ou la tâche, parfois, les paramètres qu'on donne en début de session, en début de conversation, parfois ont tendance à partir. Donc ça peut être assez embêtant. Donc il y a un regard très critique à apporter, et du coup, alors que finalement, pour la petite question de départ, voilà, chercher un review dans une base de données bibliographique, quand on sait faire, ça prend 5 minutes. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'investir une demi-heure de temps entre guillemets, d'exorcisme par rapport à la science? Ça dépend. Voilà, on n'a pas d'avis définitif là-dessus. Ce qu'on constate, c'est que le gain, il est peut-être pas forcément au rendez-vous. Par contre, comme le disait Naoufel, en tant qu'assistant, en tant que compagnon, en tant que, alors pas coach, parce qu'en fait, il n'a aucune opinion, il ne va donner aucun regard critique sur ce que vous faites, mais en tant que conseilleur, c'est une aide intéressante pour l'étudiant, dans le sens où ça peut lui donner une esquisse, un croquis de plan pour son rédactionnel, ou des idées supplémentaires qui manqueraient. Il serait en panne d'idées pour commencer, il ne sait pas par quel bout prendre la problématique. Voilà, en tant que fournisseur d'idées, comme un moteur de recherche finalement qui nous fait découvrir des ressources, mais voilà, il y a toujours des biais, hein. Ça peut être un point de départ, mais en aucun cas une finalité et une garantie de sérieux de production. Et là, bien sûr, ce que je dis, il y a voilà, le petit bémol, effectivement, de se dire, là, par exemple, pour les examens, ils n'ont absolument pas le droit. Comment on va le détecter? C'est une très bonne question. Nous, voilà. Moi, pour par exemple, les masters de chimie où je corrige leur bibliographie, en fait, j'ai pas de point de vue très marqué, puisque c'est toute petite bibliographie de rapports de stage, entre 5 et 10 références. Et donc, je vais vérifier, en fait, si déjà si les articles existent.
S'il trouve un moyen de faire mieux qu'avec Zotero, le logiciel de gestion de références bibliographiques, de produire un texte avec tous les informations sont raccords et correctes, si la référence elle est factuellement et le résultat est là, elle est propre et en plus insérée de manière pertinente, moi je vois pas le problème, mais c'est mon opinion personnelle. Après, voilà, ils ne sont pas censés s'en servir et dans les faits, je vois pas trop l'intérêt pour l'instant pour ce type de choses. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des Merci questions. beaucoup pour tous ces éléments. Est-ce qu'il y a encore des questions par rapport à la citation de ces IA génératives? Non. Bon, mais on va clore ce webinaire. Désolée pour les participants, on a légèrement débordé sur les horaires. Le sujet reste très prégnant actuellement et il était important d'en discuter. Donc, de toute façon, peut-être qu'on refera un autre webinaire à la fin du semestre prochain parce que les choses auront avancé, elles auront évolué. On aura peut-être d'autres données. Je vais Merci à vous. arrêter l'enregistrement.